Bien, donc on va continuer avec un autre exemple dans le cadre du cours d'électrostatique, c'est le fil uniformément chargé, puis le cylindre uniformément chargé. On est toujours dans l'idée qu'on va appliquer le théorème de Gauss, qui lie donc le flux, et je ne sais toujours pas faire une intégrale avec un rond autour, le flux à travers une surface fermée qu'on appelle la surface de contrôle, le flux donc du champ E, qui doit être égal à un facteur 1 sur epsilon près, à la charge intérieure à la surface de contrôle, c'est la charge qui est contenue dans ce qu'on va appeler le volume de contrôle. Donc on a déjà vu la notion de flux vectoriel, le calcul des charges dans un espace, et on vient de faire ça, mais pas que. Donc maintenant, on va commencer tout de suite par le fil. Alors le fil, on ne le voit pas parce qu'il est pile sur l'axe Z, ou plus exactement, on a choisi l'axe Z pour qu'il soit le long du fil, ce qui n'est pas un mauvais choix, sauf en matière de dessin. Donc, on a notre fil ici, il est uniformément chargé. Ça veut dire qu'il est caractérisé par une densité linéique de charge qu'on va appeler lambda, et qui s'exprime en coulombs par mètre. Et on est dans le cadre typiquement d'une symétrie cylindrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que on a tout d'abord une invariance par translation. Par translation, toute translation parallèle en fait à l'axe OZ, une translation suivant Z, bon. Et du coup, un champ qui a priori dépendait, on va se placer directement en coordonnées cylindriques de R, de θ et de Z, en fait, on va juste chercher ici un champ qui dépend de R et de θ éventuellement, mais certainement pas de Z à cause de cette invariance par translation. Voir les cours précédents pour ça. Maintenant, on a un deuxième type d'invariance, c'est les invariances par réflexion par rapport à tout plan qui contient l'axe OZ. Je dessine un plan qui contient l'axe OZ. Alors, plus exactement, il faut que je spécifie quelque chose. En réalité, je cherche à déterminer le champ au point M, ici. Alors, il est sur mon cylindre, il est effectivement à une distance petit r, et si j'avais un axe X, que je place ici, on le repère par l'angle θ. Donc, si maintenant je considère le plan qui contient à la fois M et l'axe OZ, ce plan est un plan de symétrie de la distribution. C'est-à-dire, si on fait une réflexion par rapport à ce plan, eh ben, le fil ne change pas. Donc c'est un plan pi. Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'a priori, comme au point M, le champ est forcément contenu dans le plan. Donc il est suivant EZ éventuellement, suivant ER, suivant UZ, pourquoi pas, c'est-à-dire vertical, ça c'est UZ, suivant UR, pourquoi pas aussi, c'est dans le prolongement là, UR, mais suivant Uθ qui est perpendiculaire là-bas, certainement pas. Donc il doit appartenir au plan. Donc on va écrire que E peut se décomposer, donc notre E de Rθ peut se décomposer comme un ER, de Rθ UR, plus une fonction que je vais appeler EZ, de R et de θ aussi, UZ. Alors maintenant, il se trouve que si on prend toujours ce point M, et qu'on prend un plan horizontal qui contienne ce point M là, lui aussi est un plan pi. Alors lui aussi est un plan pi, du coup, il faut absolument que le vecteur E appartienne également à ce plan. Et alors, ça veut dire qu'il faut qu'il soit horizontal. Donc, donc ça, c'est ce plan-là qui permet de conclure ça. Ce plan-là permet de conclure que E de Rθ est en fait égal à juste ER de Rθ UR. Dernier point, donc ça c'est l'invariance par réflexion vis-à-vis de ces deux plans. Dernier point, on a une invariance par rotation autour de l'axe OZ. Donc toute rotation autour de OZ, donc une rotation, alors, des fois on dit une rotation de θ,
quel que soit θ en fait. Et la conclusion de ça, c'est pas que le champ est invariant et qu'il ne dépend pas de R et de θ, il dépend toujours de R et de θ. La seule chose, c'est que par contre, sa norme ne dépend pas de θ. Et donc ce qu'on cherche, c'est juste une composante suivant le vecteur UR qui n'est que fonction de R. Ceci pour que l'on puisse en réalité avoir un champ qui va avoir la même symétrie que la distribution, c'est-à-dire en gros tourner autour comme ça. Donc c'est un champ radial et qui ne dépend que de R. Donc c'est tout ce qu'on a besoin de déterminer, c'est la dépendance en R du champ. Et justement, c'est là qu'on va utiliser cette information hyper importante pour déterminer ce qu'on appelle la surface de contrôle. La surface de contrôle, je vous rappelle qu'on va faire tout pour la choisir soit perpendiculaire au champ E, soit parallèle au champ E. Et c'est pour ça que ici le cylindre est une bonne solution. Donc on va prendre un cylindre de rayonnement R parce que, évidemment, nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est le champ au point M. On veut déterminer le ER de R. Et pour l'avoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le flux du champ électrique à travers ce cylindre. Évidemment, comme c'est un champ qui est radial, ici, le flux, il risque d'être nul, de la même manière qu'en dessous. Finalement, le seul flux qui va compter, c'est le flux par les côtés. Et ça, on va l'écrire comme ça. Le flux total, c'est l'intégrale, cette fois-ci, ce n'est pas une intégrale sur une surface fermée, donc sur le dessus de E scalaire ds. Plus l'intégrale, je vais faire un plus l'intégrale sur le dessous de E scalaire ds aussi, évidemment, plus l'intégrale sur le côté, bon je sais, de E scalaire ds. Alors évidemment, on n'oublie pas que ds, c'est l'élément infinitésimal de surface fois le vecteur normal à la surface qui indique la normale sortante. Donc sur le dessus, ce vecteur normal, il est comme ça. Sur le côté, notamment en M, il est comme ça. Et sur le dessous, il est comme ça. Dans ces trois cas-là, ça va être simple en réalité d'exprimer le vecteur en utilisant les vecteurs unitaires disponibles dans la base cylindrique. Donc pour ce premier vecteur unitaire, ici, en réalité, ça, c'est uz. Pour le dessous, le vecteur m, il est égal à moins uz, parce qu'il pointe vers le bas, normale sortante. Et puis, pour tous les côtés, en réalité, ça va être particulièrement facile. Le vecteur m, ce sera finalement juste UR, il est bien perpendiculaire au cylindre, à la surface du cylindre, et unitaire. Du coup, quand on va calculer les flux, le flux sur le dessus, il est nul. Pourquoi il est nul? Parce que vous avez le droit d'écrire que c'est l'intégrale de E. Alors attendez, non, on va... Oups. C'est l'intégrale de E UR, c'est ER UR. Scalaire, et votre ds en fait c'est ds uz, et donc UR scalaire uz c'est nul, on voit que le produit scalaire est nul, donc hop, tout ça c'est nul, et donc quand on va l'intégrer sur le dessus, ça sera toujours 0. Il y a la deuxième intégrale sur le dessous, même raisonnement, hop, le vecteur E il est de façon évidente comme ça, radial, dans cet endroit-là, donc il est quoi qu'il arrive toujours perpendiculaire à n et donc à ds, donc ça c'est nul aussi. Et puis il y a l'intégrale sur les côtés. Alors l'intégrale sur les côtés, on a un ER de R, cette fois-ci je le note parce que là le petit r il est fixé, c'est le rayon du cylindre qu'on va faire varier par la suite. Donc, mais pour l'instant, on considère que notre cylindre étant fixé, il est constant, et finalement sur tout le côté, ce petit r est constant. On a un UR scalaire ds fois UR, puisque c'est le vecteur unitaire. Donc, il nous reste finalement que l'intégrale sur les côtés. Et cette intégrale sur le côté, c'est donc juste l'intégrale de E de R ds. Je vous ai déjà dit que dr il était constant sur tout le côté. Donc, au final,
on a le droit de le sortir de l'intégrale, on se retrouve avec un ER de R, l'intégrale de ds. Alors bien sûr, cette intégrale, elle vaut quelque chose qu'on pourrait écrire comme 2pi grand R. Non, pardon, excusez-moi. Hop. 2pi petit r fois h, où h ce serait la hauteur arbitraire, ici parfaitement arbitraire, de notre cylindre. Ou sinon on peut l'écrire S, cette surface. Hop. Donc c'est 2pi RH, voir les cours précédents pour la démonstration de ça, de cette intégration. Alors, ça c'était la surface de contrôle et on a déjà calculé le flux, donc c'est bon. Voilà, de toute façon, aucun collègue ne regardera cette vidéo. Donc 2pi RH fois ER de R. Super. Et maintenant, il va falloir utiliser le théorème de Gauss pour égaliser ça avec la charge intérieure. Alors la charge intérieure, c'est pas trop dur. En réalité, comme on a un cylindre de hauteur h, et ben la longueur du fil là qui nous intéresse et qui est intérieure au cylindre, c'est h. Et comme il a une densité linéique de charge, la charge intérieure, c'est simplement de lambda, c'est simplement lambda fois h. Et je mets des points partout. Et donc, maintenant, voilà, c'était tout. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que on écrit le résultat. On a E de R, ER de R, qui est ce qu'on cherche, fois 2pi RH, qui est égal à lambda h. Les h se simplifient. Et on a ER de R, qui est égal à lambda sur 2pi R. Donc on a un champ, oups, j'ai oublié le sur epsilon 0, 2pi R epsilon 0. Donc on a un champ qui est constant. Enfin, si on fait varier θ, mais qui décroît en 1 sur R. Donc si je dois le représenter, ça doit ressembler à ça. On va le représenter E de R, ER de R en fonction de R. Et on a quelque chose qui fait... sachant qu'il est radial. Donc votre champ E complet, hein, bien sûr, c'est lambda sur 2pi epsilon 0 R, UR. Ça, c'est le champ du fil, uniformément chargé. Alors maintenant qu'on a fait ça, c'était facile, on va passer à légèrement plus compliqué, mais pas tant que ça. C'est le cas du cylindre uniformément chargé. C'est un cas qui est plus intéressant, plus réaliste aussi en termes de modèle. On va voir qu'il nous redonne un peu les résultats qu'on a vus précédemment. Donc le cylindre, il est là, c'est tout ce truc-là. Il est infini. Donc là, j'étais obligé de le dessiner fini, mais en fait, il est infini. Et il a une densité volumique de charge ρ en coulomb par mètre cube. Maintenant, il y a symétrie cylindrique. Donc c'est strictement le même raisonnement que précédemment. Je ne le refais pas parce qu'il est relativement pénible. Par contre, il faut savoir le faire absolument. En tout cas, ce qu'on cherche, c'est un champ radial. Donc on peut l'écrire comme ça. Et en plus, le ER, donc la composante de E suivant le vecteur UR, ne dépend pas de θ, à cause de l'invariance par rotation. Bien, alors allons-y. Maintenant, choix de la surface de contrôle. En fait, à la différence de l'épaisseur chargée, où on pouvait prendre un peu ce qu'on voulait comme type d'emporte-pièce, on peut même imaginer des nounours ou des choses comme ça. Ici, il n'y a pas trop le choix. On va prendre un cylindre, et on va prendre le même cylindre que précédemment, c'est-à-dire un cylindre de rayon petit r. Pourquoi petit r? Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est le champ au point M, que je vais placer ici, je crois que je viens de faire une boulette, que j'ai placé donc ici. Voilà. Et avec un point M, la maîtrise du stylet est encore assez élémentaire. Donc on a un point M, et ce point M, eh ben on veut savoir le champ en cet endroit-là, ou plus exactement le ER de R. C'est lui qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on prend, donc le champ étant radial, hein, c'est pour ça qu'on prend en réalité un cylindre de rayon petit r.
Et il y a un autre rayon qui apparaît ici, c'est le rayon du cylindre intérieur, de la distribution, et qui vaut grand R. Donc notre surface de contrôle, c'est strictement la même que précédemment, et toujours la même chose. On la choisit bien, puisque ici, le vecteur s'exprime parfaitement en fonction de UR, quel que soit l'endroit qu'on considère. Au-dessus, c'est UZ, la normale sortante, et en dessous, c'est moins UZ, mais on ne va pas trop s'en servir, juste un peu. Et donc, on a bien un champ électrique, comme il est radial, et soit perpendiculaire à la surface et parallèle au vecteur normal, soit, comme c'est le cas en haut et en bas, le vecteur va être parallèle à la surface et donc perpendiculaire à sa normale. Bien, on va calculer maintenant le flux à travers la surface de contrôle, et en réalité, c'est strictement la même chose que précédemment, c'est-à-dire que le flux est juste égal à la surface du cylindre, 2πr(h), parce que là aussi, j'ai encore oublié de le dire, mais c'est bien h la hauteur du cylindre, 2πr(h) fois le ER de R qu'on cherche. Voilà. Et ça, c'est valable en réalité, quel que soit le rayon du cylindre, qu'il soit plus petit que grand R ou plus grand que grand R. Bien, pour réussir à trouver le ER de R, qui est notre inconnu, hein, autant le dire tout de suite, c'est ça qu'on ne connaît pas, on va maintenant utiliser le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss, et donc pour ça, il faut qu'on calcule les charges qui sont intérieures au volume de contrôle. Donc le volume de contrôle, c'est celui qui est délimité par le cylindre, et on va devoir distinguer absolument deux cas. Le cas où le rayon du cylindre de contrôle est plus grand que le rayon de la distribution. Ça, c'est le cas le plus facile, parce que dans ce cas-là, hop, je dessine ici l'intersection de la distribution et du cylindre de contrôle, il nous faut calculer le volume de tout ce cylindre, tout simplement, et multiplier par ρ. Alors le volume du cylindre, alors plus exactement la charge intérieure, c'est une intégrale triple de ρ des taux, mais ici ρ est constant, donc c'est ρ l'intégrale triple de des taux, et donc c'est ρ fois V. Le volume de ce cylindre est relativement simple à obtenir, c'est simplement pi R2 fois la hauteur h. Ok. Donc, on a une charge intérieure qui vaut pi R2 h ρ. Maintenant, dans le cas où le volume du cylindre de contrôle est plus petit que celui de la distribution, j'ai effacé, et je vais redessiner. Dans ce cas-là, alors il faut l'imaginer, on a ça qui est en réalité notre cylindre de contrôle. Et donc, tout ce qui va changer, c'est que finalement, le rayon qu'il va falloir considérer, c'est le rayon du cylindre de contrôle, pour calculer la charge intérieure qui se situe là-dedans, le rayon du cylindre de contrôle plutôt que le rayon de la distribution. Donc, la charge intérieure au cylindre de contrôle, c'est encore une fois ρ fois V, et le V, cette fois-ci, ce sera pi petit r au carré h. Voilà. Donc on a notre charge intérieure, vous voyez que la seule différence, c'est le grand R ou le petit r, suivant qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre, le volume de contrôle est plus petit que la distribution ou pas. Enfin, que le cylindre de la distribution ou pas. Alors maintenant, on va utiliser le théorème de Gauss, on va égaliser. Le résultat, c'est que si jamais on a petit r qui est supérieur à grand R, là on va retrouver quelque chose qu'on connaît, on peut écrire que 2πr h ER de R, ça c'est le flux, c'est égal à pi R2 h sur, alors il faut mettre un 1 sur epsilon 0, parce que c'est la pi R2 h fois ρ, pardon. Oui, alors si j'y vais comme ça, hop, hop. Ouais, bon. Donc pi R2 h ρ sur epsilon 0. Donc ça c'est la charge intérieure sur epsilon 0. Et ça nous donne notre ER de R,
puisque on a donc les pi se simplifient ici. On va se retrouver avec du... Alors ouais, non, on peut garder les pi, ça a un intérêt. Pi R de H. Non, c'est les H qui se simplifient surtout. Pi R2 rho sur 2 pi epsilon 0. Alors pourquoi est-ce que je garde le 2 pi epsilon 0? C'est pas juste sentimental, c'est qu'en fait pi R de rho c'est en coulomb par mètre. Et si jamais vous l'appelez lambda, dans ce cas-là, vous retrouvez l'expression avec un petit r que j'aurais pas dû enlever. Vous retrouvez l'expression de la qu'on avait pour le fil en fait uniformément chargé. Et on est bien. Donc c'est vraiment la même chose en réalité. Ce qui s'est passé là, c'est juste qu'on a retrouvé l'expression du fil. Quand on est en dehors du cylindre, on a un champ qui décroît en 1 sur R, exactement comme celui du fil. Là où il se passe quelque chose de différent, c'est si jamais le rayon de la surface de contrôle est plus petit que le rayon de la distribution. Et dans ce cas-là, ce qu'on écrit, c'est que 2pi RH ER de R, c'est égal à pi petit r au carré, cette fois, H rho sur epsilon 0. On a le droit de simplifier par H des deux côtés. Et on obtient que ER de R. Et là, ça change drastiquement. On va simplifier les pi. On se retrouve avec... Alors les R, en fait, se simplifient partiellement. On peut simplifier le R là avec le carré qui est ici. Et donc, on se retrouve en rho R sur 2 epsilon 0. Juste ça. Donc, c'est un champ qui croît linéairement avec R. Si maintenant, on fait comme dans le cas précédent et qu'on cherche à représenter ER de R en fonction de R, ce qu'on va trouver, c'est que jusqu'au rayon grand R, on a quelque chose qui croît linéairement. Quand on arrive à R, on peut vérifier facilement ici, que quand dans l'expression au-dessus, là, que quand petit r égale grand R, on se retrouve avec du rho grand R sur 2 epsilon 0. Et donc, à partir de ce moment-là, le champ se met à décroître en 1 sur R. Alors que là, il croît comme R. Et donc, on voit que le fil, finalement, c'est une modélisation, quelque part, de notre cylindre uniformément chargé, en négligeant un peu ce qui se passe à l'intérieur et en prenant en compte que ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. C'est tout pour ces cas-là, mais donc c'est le cas de symétrie cylindrique, il n'y en a pas des milliers, et c'est un peu que ça qu'on peut faire. Si on voulait vraiment compliquer les choses, on pourrait imaginer par exemple que la distribution à l'intérieur du cylindre n'est pas uniforme, et qu'on a un rho de R par exemple. Dans ce cas-là, ça change pratiquement rien, sauf que ça complique légèrement, enfin assez nettement finalement, les intégrations, et notamment l'intégration des charges. Voilà. Mais en soi, ça ne change pas tellement le raisonnement qu'on doit faire sur notamment le flux. Voilà.